Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Une vie de rôliste, je veux parler un peu de RPGS Crew 20, puis en fait, un peu de ma partie d'hier en fait, puis un peu des choses qui ont été discutées entre joueurs et aussi qui ont été jouées, parce que c'était une partie qui était un peu spéciale. Puis il y a aussi des choses qu'il fallait qu'on tienne compte soudainement, là. OK? Ça n'a pas été une partie très longue, mais ça a été suffisant. J'avais un souhait par rapport à un objectif à atteindre, puis ça a été atteint même quasiment plus facilement que je pensais. C'était bien correct parce que justement, j'ai pu pimenter une finale intéressante. Ils sont maintenant vraiment à l'entrée de l'Empire Teutonique, mais là, c'est vrai. T'sais, fini Rucal, fini les drôles d'histoires sur le personnage de JP Hurto. On est vraiment au milieu de nulle part. Bon. La première chose, c'est au niveau de l'Empire Teutonique. Qu'est-ce que c'est cet empire-là dans le monde d'RPGS? Je vais ouvrir un sujet par rapport à ce livre-là, RPGS. Okay. RPGS a été écrit par plusieurs personnes. Disons que la production d'un royaume à l'autre, elle est très inégale. C'est sûr qu'il y avait un canevas d'écriture qu'on pouvait suivre, si on veut, des onglets, on pourrait appeler ça, pour pouvoir décrire notre royaume. Mais chacun y allait de son inspiration. Okay? C'est pas tous des auteurs de jeux de rôle, c'est pas tout du monde qui ont écrit des livres dans leur vie qui ont fait ça, c'est tout du monde qui aime le jeu de rôle, puis c'est tous des meneurs de jeux qui ont écrit ça à leur façon. Oui, il y a un travail d'édition. Sébastien, à travers ça, a quand même reconsidéré certaines entrées pour les replacer un peu, puis tout ça. Mais je dirais que, ce qui a été fait, c'est pas mal le maximum que je pense qui pouvait être fait avec le temps et les ressources qu'il y avait, parce que, sérieusement, aller au-delà de ça aurait été colossal. Et des fois, il y a des choses que je m'aperçois que ça aurait, après coup, que ça aurait valu la peine que ça soit repensé de la façon que c'est écrit. OK? Fait que je m'explique. C'est parce que l'Empire Teutonique, qui est un endroit très intéressant, soit dit en passant, a une particularité assez importante pour, si on veut, le monde extérieur, parce que c'est un monde souterrain. C'est que théoriquement, personne ne sait que ça existe. Mais c'est parce que c'est écrit où, cette affaire-là? C'est écrit quelque part dans le texte. Il y a comme une mention de ce détail important-là, mais il est super important. En tout cas, pour moi, il l'était, parce que là, je pogne 3 personnages qui viennent d'ailleurs, qui vont là. Puis, j'ai été chanceux dans un sens, parce que l'Empire Teutonique a été quelque peu nommé dans les séances précédentes. Je dirais en fait, depuis la 15e séance, on est rendu, les 3 dernières, OK? Il y a eu des mentions de l'Empire Teutonique, surtout 15-16, sauf que théoriquement, et dans la plus pure des théories, si je me fie à ce qui est écrit dans l'Empire Teutonique, ils ne sont même pas supposés savoir que ça existe. Mais c'est ça. C'est pour ça que des fois, il faut vraiment lire. C'est ça, parce que, la première fois que j'ai lu l'Empire Teutonique, oui, c'est cool, mais c'est pas le détail qui me saute aux yeux, là. Je m'intéressais à autre chose, je m'intéressais à qui c'est qui habite là, qu'est-ce qui se passe là-bas, je m'intéressais à où est-ce que je pourrais mettre la larme de dragon, parce qu'il y en a une, c'est confirmé, Xavier l'a vu dans son télescope à la 14e séance. Bon, c'est ça, je peux pas rien cacher, fait qu'il fallait que je cache l'objet de leur quête quelque part là-dedans. Fait que quand je lisais ce que j'avais de besoin, j'ai tout lu, mais les détails qui me revenaient, qui m'intéressaient, ben c'est ça, ce détail-là, que ce monde-là, théoriquement, personne ne le connaît. Mais ça ne m'a pas accroché sur le début. Mais en préparation, ces temps-ci, je relis beaucoup l'Empire Teutonique, je relis, je me remets dedans, justement pour essayer d'accrocher ces autres détails-là. Puis justement, celui-là m'est comme tombé dans les yeux cette semaine en disant que cet endroit-là était inconnu. C'est-à-dire, c'est mentionné, c'est clairement écrit, pour le monde extérieur, ce n'est même pas une rumeur. C'est même pas l'état de rumeur. Pour ainsi dire que ça n'existe pas dans l'esprit des gens. C'est assez important. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu fais ce que tu veux, man. T'es le maître de jeu, tu peux transformer ça. Puis je suis sûr qu'on va faire la morale sandboxienne ou peu importe, là, t'es le maître de jeu, mais c'est pas mon but. Je me rappelle
me ramène toujours à la première idée, c'est de valoriser ce qu'il y a dans ce livre-là. C'est ça mon idée. Fait que, tu sais, pourquoi pas essayer le plus possible de me coller à ce qui est là. Tu sais, c'est vrai que je prends des libertés. Même que le livre, en fait, offre la possibilité de prendre beaucoup de libertés, mais souvent, ces libertés-là, c'est des trucs. Je prends des libertés sur des trucs qui sont pas écrits. Quand c'est écrit, c'est là, tu sais. J'essaie de le respecter. Fait que, non. Fait que, théoriquement, ils ne savent pas. Sauf que je peux pas revenir en arrière non plus. Je peux pas dire, hey les gars, vous n'êtes pas supposés en avoir parlé. Non, ils n'ont parlé. Il y a eu des discussions par rapport à ça. L'Empire Chthonique. Comment ça se fait que finalement vous le savez, t'sais? Bon. Fait qu'on... J'ai un peu ouvert la discussion. J'ai proposé des pistes. J'ai laissé les joueurs peut-être me proposer leur version des faits pour faire en sorte qu'au moins, en tout cas, que moi, je puisse être en paix avec le fait qu'ils le savent quand ils ne devraient pas le savoir. OK? Parce qu'au départ, si j'aurais impliqué ça d'être mot à mot et qu'on n'en aurait jamais parlé, ben, il aurait probablement trouvé l'entrée de la caverne sans savoir pas en tout c'était quoi, tu sais. Bon. Mais là, ils savent un peu c'est quoi. Ils savent que c'est un monde souterrain. Ils savent qu'il y a des gens d'elfes là-bas. Ça a été mentionné, là, tu sais. Bon. Puis c'est ça, on était chanceux parce qu'on n'a pas parlé de tant que ça. Mettons, pour la cohérence dans cette entrée-là, ça a été mentionné, mais on n'a pas parlé longuement en juin. Ça veut dire que ce qui est enregistré n'a pas de mention, comment je pourrais dire, érudit sur l'endroit. Okay? Les personnes qui étendent son savoir par rapport à l'Empire Chthonique. Jusque-là, ça va. Fait que, tu sais, ça peut marcher avec l'explication qu'on a trouvée. Parmi les différentes explications qu'il y a, OK? Il y en a une qui est écrite dans le livre. En passant, où est-ce que c'est écrit, ceux qui cherchent l'Empire Chthonique, c'est sous l'entrée. Peut-être que Sébastien dit, hey, vous savez que ça? Ben, c'est dans The Eye to the World. On va lire la description. C'est écrit là. C'est un détail important. Mais c'est ça. Fait que là, bon, pour Léo, qui lui-même est un elfe, c'est écrit dans la même entrée qui dit que c'est juste une rumeur. Il dit, sauf pour peut-être certains hauts elfes qui ont déjà visité. Léo, lui, étant lui-même un elfe, a peut-être rencontré des elfes dans sa vie. Puis qui lui ont parlé du temps, un temps où il y avait une vallée verdoyante sur la place. Bon, ça explique peut-être pas ce qu'il y a là, parce que c'est un désert maintenant. Mais bon, tu sais, pour sa part, il a entendu parler de cet endroit-là, peut-être de ceux qui y habitaient, mais à un temps avant. Fait que ça va. Pour ce qui est de Xivi, il a suggéré qu'Ixar, quand il était un petit esclave d'Ixar, avait peut-être certains ouvrages qui en parlaient. Fait que là, en ayant la conversation avec moi puis Marc, a été que il y a un point commun entre Trifandrie et l'Empire Chthonique. OK, oui, je spoil l'Empire Chthonique, même si vous n'êtes même pas supposé savoir que ça existe, mais c'est ça. Dans les deux cas, il y a un météorite qui est tombé. Oui, c'est un addon, hein, sérieux. Je veux dire, quand on écrivait RPGS, on faisait chacun notre affaire de notre côté. Hein. Ben écoute, c'est un bel addon. C'est ça, parce que la montagne d'Ursut sur Trifandrie, c'est un météorite qui est tombé. Il y a un certain temps et qui a un peu fucké à la patente. Puis dans le cas de l'Empire Chthonique, ce qui a créé ce désert-là, c'est un météorite qui est tombé là, il y a un certain temps, et qui a comme fucké à la patente. Il y a vraiment de quoi on a vraiment un point commun entre ces deux royaumes-là. Ce qui fait qu'il y a peut-être justement un elfe, un haut elfe, qui, suivant sa magie et son désir de savoir, a suivi cette piste-là et a pu peut-être visiter les deux endroits et le répertorier et amener ses écrits dans la région d'Ursut avant que Ursut devienne ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire un endroit d'esclavagisme, avant que la montagne s'ouvre de maléfices et creuse sa tranchée à Trifandrie. Ben c'est ça. Il y a peut-être que ce que cet élève-là écrit était là et que Xivi ait pu tomber sur ces documents-là et les ait lus. Fait que c'est ça. Puis là, lorsqu'il a vu dans le télescope l'endroit où c'était, il a peut-être pu faire un lien avec l'étrange endroit qui était décrit dans ces livres-là. Xivi
ça a été noté qu'il savait parler l'elfe pour ses langues. Il avait accès à quand même plusieurs langages à cause de l'intelligence. On fait ça à la donjon. Fait que l'elfique en faisait partie. Fait que c'est ça. Pour ce qui est du retour, on n'en a pas parlé avec JP, mais tu sais, la lampe de dragon possède toutes sortes de capacités. Fait que tu sais, peut-être par la bande, on peut avoir eu des visions sur l'Empire Chthonique, lui donnant l'impression qu'il en sait un peu. Même si avant de voir la lampe de dragon, il n'avait aucune idée. Tout ce qu'il savait, c'est que si tu allais trop au sud, tu tombais dans le désert et c'était tout. Fait que, tu sais, il y a moyen de vraiment fudger ça. Les hobgoblins ont un peu... Je me souviens pas de quelle façon, faudrait que je réécoute les games, mais la tribu de hobgoblins qu'ils ont rencontré dans les 2 avant-dernières séances, la 15 et la 16, en ont fait mention. C'est pas impossible qu'il y ait eu des expéditions d'hobgoblins dans le désert et qu'il y ait peut-être rencontré des choses. Mais étant donné que je me suis pas étendu là-dessus, je veux pas mettre de détails là-dessus. Fait qu'autrement dit, on a un peu contenu l'intégrité de l'Empire Chthonique. Tu sais, on a triché parce qu'on en a parlé. Théoriquement, on n'aurait pas dû, mais bon, on en a parlé. Puis on a trouvé une façon peut-être dans l'histoire d'expliquer ça. Fait que si vous suivez en fait la série, ben vous venez d'avoir un peu l'exposé de ce qui a été discuté hors jeu. Okay? C'est le fun de discuter hors jeu. Parce qu'il y a des affaires il y a des affaires qu'on se raconte en dehors de ce qui est enregistré. Là. Des fois, on passe sur de quoi, avant que la game commence, on a toujours un bon moment de discussion. Puis il y a des fois que ce genre de détails-là vient, ou dans la semaine, on s'écrit, ou c'est ça, tu sais. Puis c'est correct. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que ça soit cohérent et que, encore une fois, que je valorise ce qu'il y a dans ce livre-là. C'est ça mon but. RPGS est là, puis je veux que les gens, je veux qu'on visite RPGS tel qu'il a été pensé par les différents auteurs de royaumes. Je vous dirais que là, à date, les royaumes qu'on visite, quand on en sort, bien souvent, il faudrait rajouter une couple de paragraphes de plus, parce que les joueurs font pas mal d'affaires qui virent les royaumes à l'envers. Mais c'est ça qui est intéressant. Le point de départ est intéressant dans chaque cas. OK. Qu'est-ce qu'on a discuté aussi? Well, c'était une traversée du désert. Donc, traversée du désert implique connaissance de certaines règles. C'est sûr que là, une des affaires que j'ai faites cette semaine dans les True 20, c'était de voir les règles pour la soif, la faim et la chaleur. Puis, tu sais, vouloir être conséquent, je voulais pas nécessairement mettre des situations de chaleur aléatoires. Je suis allé lire un peu sur le désert dans la vraie vie. C'est quoi les températures, les conditions. C'est juste, sans aller dans la précision, juste m'aiguiller un peu. T'sais. Puis là, j'ai checké dans True 20 si je pouvais appliquer des règles par rapport à ça. Puis en effet, oui, il y a des choses qui correspondaient. Puis je m'étais dit, oh boy, le désert, ça va être difficile. Théoriquement, les températures auxquelles il faisait face dans l'Empire Chthonique méritaient des tests de fortitude à certains intervalles et qui auraient pu les rendre complètement épuisés et qui auraient pu être dangereux pour leur santé. Vraiment. Même peut-être causer la mort. Traverser du désert, ça se fait pas ça se fait pas à la légère. Puis pour ce qui est de la faim et de la soif aussi, il y avait quand même certaines règles pour ça. Fait que, tu sais, j'ai tout mis ça en œuvre pour dire, OK, je vais les appliquer du mieux que je peux. Mais on a une discussion. On a quand même un atout assez intéressant dans le groupe, un magicien. True 20 a ça de particulier. Quand tu dépenses un point de conviction, quand tu es un adepte, un magicien, puis tu as été adepte au premier niveau, là, on s'entend, c'est ton pouvoir, c'est comme ton feat de classe, okay, que tu as juste quand tu es premier niveau. Puis lui, premier niveau adepte, il y a accès. Ça veut dire qu'il peut invoquer des sorts qu'il ne connaît pas. Il peut checker dans la liste de sorts, puis si théoriquement il y a les prérequis, là, il est capable de lancer ce sort-là. Fait qu'on s'est amusé à juste lire les sorts, voir qu'est-ce qui peut être utile dans le désert. C'est sûr qu'on aurait pu l'inventer, faire les classiques Create Water and Food, mais il n'existe pas en tant que tel dans True 20. J'ai voulu quand même être là aussi consistant avec le système de jeu, voir qu'est-ce que le système de jeu tel qu'il est là peut nous offrir.
Comme si c'était, ben voici la magie connue dans RPGS, ben c'est ce qu'il y a dans ce livre-là. Aussi, ça fait partie un peu de l'exercice, d'essayer de voir le système, qu'est-ce qu'il peut nous offrir pour réussir les aventures. Il y avait en fait un sort de multiplication de nourriture. Ça veut dire que ça implique que tu as de la nourriture avec toi pour en faire. Je pense que je ne l'ai pas appliqué comme il faut, lui. J'aurais pu être plus gritty, j'y repense, là, mais bon, c'est correct. Ça fit bien dans l'histoire. OK. Fait que là, il y avait Feed the Hungry, qui s'appelle. Fait que là, si Urto prenait un point de conviction, il était capable de multiplier la nourriture. Dans son cas, c'était assez facile. Dans son cas, c'était assez facile parce que, excusez, il y avait un coin de rue louche. Dans son cas, c'était assez facile parce que c'était pas un sort qui était exigeant, qui méritait pas nécessairement de jet de dés, ou je me suis peut-être trompé. Mais en tout cas, il y a eu de quoi, là, tu sais, ça a pu servir, OK? T'sais, on peut aussi dire qu'il prenait son temps, on s'entend. La traversée du désert, on n'a pas été dans les détails des journées, on a été en général. On faisait des checks sur 3 jours. T'sais. Fait qu'il y avait ça. Il y avait cold shaping qu'il pouvait prendre, qui crée un certain, comment on pourrait dire, une place de froid, là, une zone de froid. Sur laquelle, fait qu'il pouvait descendre la température. Et il a réussi ses tests pour faire cold shaping. Fait que là aussi, il a pu faire comme quelque chose qui suivait le groupe. Il faisait en sorte qu'il était confortable s'il se tenait proche. Fait que ça a été pas mal bon. J'ai demandé aux joueurs, Léo, on va dire Sébastien et Marc, pour Léo et Xavier, de faire des tests de survie. La difficulté était assez haute, c'était 20. Ils n'ont pas réussi un. Si ça aurait été le cas, ça aurait peut-être pu diminuer le nombre de sorts que Urto aurait pu prendre. Pour ce qui est de l'eau, on avait une solution. Au début, je n'avais pas remarqué ça de même, mais en regardant la map, je me suis dit, le désert longe l'océan. Fait qu'ils ont décidé de longer l'océan. L'eau salée, c'est pas comestible. Mais Xavier est un alchimiste. Fait que pourquoi pas juste lui dire, t'es capable de faire, t'as un petit kit d'alchimie, fait que t'es capable de remplir une gourde par jour d'eau en faisant une extraction de sel, parce que tu sais comment faire ça. C'est de l'alchimie de base, hein, enlever du sel dans l'eau quand t'es un alchimiste. Si t'es capable de faire des potions, t'es capable d'enlever du sel de l'eau. Fait que je m'étais dit qu'il roulait pas de dés pour ça. C'était comme un genre de take 20, c'est comme il faisait ça les doigts dans le nez, là, t'sais. Fait que pour ça, c'est ça, t'sais. Mais ça, c'était intéressant. On faisait ce genre d'exercice-là de dire, OK, dans quel ordre, puis là, Urto, combien de points de conviction il lui restait à la fin. Fait que là, tu sais, c'est ça, fait que, parce que, tu sais, un point de conviction veut dire, il en perdait un par sort qu'il faisait, il en regagnait un par nuit de sommeil. Fait que là, on calculait le nombre de jours, puis là, tu sais, à la fin, il a fini avec un point de conviction, pareil. La dernière scène, là, il avait plus ses 4 points de conviction, il en restait un. Pour pouvoir réussir à faire tous ces sorts-là, qui finalement rendaient la traversée du désert confortable. Mais il n'aurait pas fallu qu'il y ait plus de jours d'exploration, parce que là, ça aurait été mal. Sauf que, tu sais, qu'est-ce qui a déterminé le nombre de jours d'exploration? Je voulais pas comme nécessairement les mettre au bout du rouleau obligatoirement. Mais j'ai quand même ouvert la possibilité que ça arrive. La façon que j'ai fait ça, c'est que l'Empire Teutonique est composé de 6 hexagones dans la map. Fait que j'ai pris un jeu de cartes à jouer. J'ai sorti des cartes de House à 6, des pics, parce que c'est cool, des pics. Fait que là, c'est ça. J'avais de House 2, 3, 4, 5, 6, que j'ai mélangé. Puis là, je vous ai dit, si vous faites un jet de search qui marche pour votre entrée vers le monde, l'œil vers le monde, c'est l'endroit qu'il cherchait pour entrer dans l'Empire, ben je tire une carte et ça révèle ce que vous avez, ce que vous savez sur cet hexagone-là. Fait que là, si je tirais l'House, ben il savait qu'il était pas loin. Vous comprenez? Fait que, dans le fond, dès le deuxième hexagone, ils ont été chanceux. Surtout qu'ils ont mentionné que Urto pourrait utiliser la lampe de dragon. Il faudra que je mette des conséquences à ça. Mais il l'a utilisé. Ce qui fait que j'ai tiré 2 cartes. Ça a fait sortir là. Les chances étaient élevées rendues là. Il avait déjà tiré une carte, il en restait juste 5. Mais bon. Puis là, rendu là, il a pris des points de conviction parce qu'il y avait un sort qui permettait qui servait comme un peu de boussole sur un endroit qu'on cherche. Fait que, tu sais, autrement dit, là, on a fait... Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'exploration
de terrain de cette façon-là dans un jeu de rôle. Et j'ai trouvé ça le fun. Une fois de temps en temps, c'est le fun, de réfléchir, d'essayer d'être conséquent, de faire en sorte que tu fais pas juste arbitrairement raconter une histoire, mais de dire que, regarde, le jeu, sur certaines situations, il a été pensé, fait que de quelle façon vous allez tenter de réussir ça techniquement, tu sais. Ouais. Puis j'ai aimé ça faire ça. J'ai aimé ça faire ça, ce genre de planification-là. Puis tu sais, ça porte des fruits. On a réfléchi. T'sais, ça nous a permis de réfléchir puis à réussir l'objectif qui était d'arriver à l'Empire tonique. En tout cas, moi j'ai aimé ça. Une fois de temps en temps, là, ce genre de planification technique-là, je suis toujours partant pour ce genre de tentative-là, pour ce genre de... toujours partant pour ce genre de partie de jeu-là, partie jeu plus simulationniste. Une fois de temps en temps, comme je dis, ça fait du bien là, de se réfléchir sur comment on va y arriver. Ça me fait penser à mes vieilles années de donjon, là, quand on faisait ça, ces affaires-là. Là. Comment survivre à un environnement et tout et tout. Parce que ça se fait vraiment rien de faire des grosses scènes de roleplay. Parce que le seul vrai obstacle, c'était l'environnement. Fait que, puis l'environnement, mais il fallait le combattre par des bonnes idées. Puis des bons jets de dés. Ils ont été chanceux. Ils ont eu des bonnes idées. En fait, ça a été réfléchi et c'est ça qui fait en sorte que on peut officiellement dire que oui, ce sont les héros désignés pour faire cette mission-là parce qu'ils se sont rendus là où personne ne sait que ça existe. C'est ça que j'avais à dire. Ça finit avec un gros combat de dinosaures. Si vous l'avez pas vu, je viens de vous spoiler ça, là, mais là aussi, ça a brassé. En tout cas, François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.